Eh bien, bonjour, Patrick Blanchon. Bienvenue dans ce podcast Repartir de zéro. Aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de l'ivresse. Pourquoi l'ivresse ? Parce que, en fin de compte, cette position du zéro, en fin de compte, c'est la source d'une certaine ivresse. Et tu sais, les artistes ont toujours été plus ou moins associés à l'idée de drogue, à l'idée de vin, à l'idée d'alcool, à l'idée de sexe, à l'idée d'ivresse en fin de compte. Rechercher l'ivresse de manière à pouvoir créer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces moyens pour atteindre à cette ivresse ? Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait un texte qui parlait de ça en essayant de récapituler tous les moyens par lesquels j'étais passé, en fait, toutes les étapes, des fois ça se confond un peu, qui concernent en fait une certaine forme d'ivresse. En partant de l'enfance notamment, où il y a cette ivresse d'amour envers la nature, envers tout ce qu'on peut percevoir en tant qu'enfant, cette espèce de... Oui, c'est une ivresse. L'ivresse de la parole. J'étais quelqu'un de très très timide, je ne parlais presque pas, et puis d'un seul coup, grâce à un professeur en fait du collège de l'Isle-Adam, Monsieur Nury, qui nous apprenait l'anglais en nous faisant emprunter des rôles sur des petites pièces de théâtre, j'ai réussi à m'exprimer en fait en public. La première fois, je devais avoir 10 ans. Ça a été une révélation. Et curieusement, ça a été par la langue anglaise. Ensuite, il y a l'ivresse du savoir. Savoir comme on dévore, en fait, comme on se goinfre, hein, en fait, de savoir, pour arriver à une sorte de vertige, en fait, de l'infini, en fait, de ce savoir, de toucher, en fait, à l'infini du savoir. Donc je te parle de ça dans les années 80, si tu veux, où je m'enfermais des fois des journées entières dans des bibliothèques, où j'allais emprunter des livres et puis je m'installais n'importe où en fait pour dévorer en fait ces livres. Cette activité de dévorer des livres entiers menait aussi à une certaine forme d'ivresse, puisque une idée en déclenchait une autre, qui en déclenchait une autre, qui en déclenchait une autre, et c'était infini. Et par l'entremise en fait de cette ivresse, je pense que il y avait déjà en fait cette approche du zéro, cette approche de la source en fait d'où tout vient et qui permet en fait de créer. L'ivresse de l'alcool, par laquelle je suis passé également, avec peut-être dans l'ivresse de l'alcool la première fois où j'ai touché à ce qu'on peut appeler un art de boire. Plutôt que de boire comme un trou, commencer à trouver des rythmes, commencer à trouver une méthodologie, commencer à s'enivrer un peu plus sciemment. Ensuite, l'ivresse du sexe. De la même manière, alors là, peut-être que j'ai pu utiliser ce que j'avais appris dans l'alcool pour pouvoir l'appliquer ensuite dans le sexe, c'est-à-dire cette méthodologie. Et encore que toutes ces ivresses, en fait, se confondent à certains moments. C'est-à-dire, cette ivresse d'amour, par exemple, elle se confond à certains moments dans l'alcool, elle se confond aussi dans le sexe, puisqu'à un moment donné, on confond, si tu veux, le plaisir, en fait, sexuel avec les sentiments.
Dans notre société, c'est très confondu d'ailleurs. Tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, que les femmes ont accepté, en fait, cette séparation amour et sentiment. Autrement, tu trouvais ça que chez les prostituées. Les prostituées, c'était leur boulot. Elles offraient, en fait, leur corps contre de l'argent. Et puis, il n'y avait pas... c'était pas question de les embrasser même sur la bouche. Il y avait des règles bien posées. Il n'y avait pas de sentiments non plus. C'était ridicule qu'un micheton, en fait, s'en amourache d'une prostituée. Il en était vu comme quelqu'un à la fois de ridicule et du pire salaud qui soit, puisque de toute façon, il payait et il en voulait encore plus pour son argent, si tu veux. Tu comprends les limites qu'on peut poser comme ça aussi dans le travail sexuel et dans l'ivresse aussi. Donc toute une méthodologie comme ça qu'on peut apprendre, que j'ai pu apprendre moi, à travers en fait toutes ces ivresses et qui m'ont permis en fait d'amasser une richesse d'expérience qui est aussi une ivresse. Amasser des expériences, c'est aussi une ivresse. Donc on progresse, on peut progresser comme ça, peut-être plus les gens qui ont cette pulsion créative, je dirais, peut-être que ces gens-là s'engagent plus dans l'ivresse parce que les autres canaux, en fait, ne leur paraissent pas adéquats, en fait, ou trop rébarbatifs, ou pas suffisamment intenses. Il y a pas mal de relations, en fait, dans l'imaginaire où sont associés les artistes avec, moi, telle que je l'ai construite, en fait, cette imagination, avec le mystique. Je pense qu'il y a un rapport assez étroit entre art et mystique, depuis toujours d'ailleurs. Donc on peut s'enivrer également de cette propension au mysticisme, en explorant les religions, en explorant certains poètes qui en parlent, notamment les poètes qu'on attribue à la branche soufie de l'islam. Mais on trouve également ça dans notre tradition catholique. Si on lit Saint Jean de la Croix, notamment, on est capté de la même manière, en fait, par cette pensée mystique. Quand on lit Maître Eckhart, on est aussi capté par cette pensée mystique. Il y a une relation très étroite, en fait, entre toutes ces ivresses. C'est de rejoindre, en fait, la source. Ensuite se pose la question de savoir si cette source est à l'extérieur de nous, et c'est là où on s'égare beaucoup, ou bien si elle est en nous-mêmes. Et je crois que la drogue, l'amour tel qu'on l'attribue généralement, cet amour dévorant vis-à-vis des autres, le vin, l'alcool en général, le sexe, la mystique, en utilisant en fait une divinité comme posée à l'extérieur de soi, et aussi l'art. Tout ça participe en fait de la même ivresse, de la même quête. On peut s'enivrer en peignant. On n'a pas besoin d'alcool, forcément. Une fois qu'on en a terminé avec l'alcool, peut-être.
Mais il y a dans la gestuelle en fait de la peinture une forme de transe qui peut surgir, qui fait qu'on peut encore s'égarer en pensant qu'on rejoint quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Donc l'ivresse, ça serait une sorte d'antichambre une forme de rituel également, qui installerait un espace propice à recevoir en fait ce qu'on appelle la grâce. L'extase ou l'orgasme ou le savoir ultime. Tous ces buts en fait qu'on invente, finalement quand on remonte à leur source, on découvre bien ce zéro. Ce zéro non pas en tant que rien, en tant que vide, en tant que trou, mais en tant que passage. Et même dans le mot passage, il y a quelque chose de formidable. C'est que si on l'écoute bien, on entend bien pas sage. Il y a une nécessité en fait de folie qu'on ressent, qu'on éprouve pour parvenir à ce point zéro, pour pouvoir s'y engouffrer. Et cette recherche en fait d'ivresse, c'est aussi une façon de vouloir en terminer, alors plus ou moins temporairement, avec cette notion d'ego qu'on comprend si mal. On voudrait se débarrasser en fait de l'ego et notamment de la pensée. Ne plus avoir à penser, être en prise immédiate avec ce zéro. Et si on est fragile en fait sur l'intention, si on pense qu'on va atteindre ça pour obtenir quelque chose, à ce moment-là, la vie en fait te remet en fait dans les rails, si je puis dire, par une série d'échecs plus ou moins cuisants. Tu as l'impression d'être arrivé à un sommet, mais ce que tu oublies, c'est qu'une fois que tu es arrivé au sommet, il y a une pente à redescendre. Moi, ça m'arrivait quand j'avais une trentaine d'années. Et alors, je vivais dans une chambre d'hôtel. J'étais dans une austérité assez effroyable quand j'y repense. Mais en même temps, ce sont des souvenirs assez merveilleux, puisque le peu que j'avais avait une importance fabuleuse. Et je me souviens que j'avais un ami à l'époque qui venait me rendre visite de temps en temps pour voir si j'étais pas mort. Et on allait ensemble se promener dans Paris. On s'installait à la table d'un café de temps à autre pour discuter, ou dans des jardins. Et puis, je racontais déjà, comme je le fais en ce moment, je n'ai pas changé là-dessus, un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Et à un moment donné, je me suis mis à décrire, en fait, on était dans un café aux Halles, je crois, et je me suis mis à décrire, en fait, tout ce que je ressentais et voyais en même temps. Et il y a eu une sorte de vertige comme ça qui nous a emportés tous les deux, et j'ai dit la providence, j'ai parlé de la providence déjà à l'époque, en disant, mais
la distance qui existe entre le désir et puis l'obtention, en fait, de ce désir n'est rien qu'une pensée, n'est rien qu'un écart que l'on fabrique soi-même. Et je dis à ce moment-là, si je veux avoir 200 francs, à l'époque c'était des francs, il n'y a rien de plus facile que d'y penser seulement. Et à ce moment-là, j'avais la main en l'air, et à ce moment-là, j'ai un billet de 200 francs qui m'est venu dans la main, qui s'était échappé, je pense, du plateau d'un serveur, quoi. Il y avait beaucoup de monde sur la terrasse. Bon, j'étais un peu voyou à l'époque, hein, et donc on n'a rien dit. Il m'a regardé avec des yeux hallucinés, mon ami. Et on est vite parti, parce que 200 francs à l'époque, c'était une sacrée somme. On pouvait vivre un mois pratiquement avec ça. Et donc on s'est carapaté. Et à l'appui de ça, si tu veux, avec cette réussite formidable quand même, de dire, tiens, si tu veux 200 francs, t'as juste à tendre la main et les obtenir, c'est ça qui est fantastique. D'un seul coup, j'ai ressenti un pouvoir incroyable dont je pouvais user. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Et c'est pour ça que j'ai fait cette émission sur puissance et pouvoir. Hein, si tu as l'occasion de revenir un petit peu dans le podcast, tu verras qu'il y a une émission qui s'appelle Puissance et pouvoir, où je t'explique en fait que le pouvoir, c'est vraiment quelque chose d'étriqué en fait dans lequel on s'engage, un calcul, quelque chose de mesquin finalement, et par lequel on perd la source. Et en usant de ce pouvoir à 30 ans, si tu veux, parce que ça marchait pour plein de choses, hein, l'air de rien, pour les filles, pour les jobs, pour un tas de choses, ça fonctionnait, quand j'y repense. Et au lieu d'être dans une gratitude, si tu veux, par rapport à ça, et une humilité, non, moi je me suis engagé dans l'orgueil, dans le pouvoir. Et automatiquement, j'ai eu le retour de bâton très 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 rapidement, parce qu'après je me suis cassé la figure à répétition par rapport à ça. Donc il a fallu que j'attende ensuite des années pour retrouver cette sensation, si tu veux, de la source, et à ce moment-là me dire, ah, il y a peut-être une manière, en fait, de savoir boire, véritablement, de savoir aimer, de savoir, et de savoir peindre, bien sûr. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire retour, plus ou moins consciemment, parce que c'était plutôt guidé par des sensations, je dirais, de juste et de faux par rapport à cette source. Et en tâtonnant comme ça, dans cette obscurité, si tu veux, j'ai fini par trouver un équilibre avec le temps. Donc le temps, c'est un peu c'est un laboratoire, dans le fond. C'est un outil qui nous permet de faire des tests. Alors après, à chacun sa batterie de tests par rapport à ce qu'il veut, quoi, en fait. Hein. Moi, mon but, c'était de m'exprimer, sans doute que c'est ça, mon but. Hein, c'est m'exprimer, alors par l'entremise, en fait, de la peinture, de l'écriture, de la discussion également. C'est mon but, hein, c'est de m'exprimer. Alors pourquoi est-ce que je pense que j'ai quelque chose à dire ? Ça aussi, c'est une question qui m'a beaucoup taraudé, si tu veux, en me disant, mais qui suis-je, moi, pour avoir quelque chose à dire ? Et une fois que j'ai dépassé ce questionnement, si tu veux, ça commençait à couler de source. Il n'y avait pas de jugement, en fait, à porter là-dessus. Pardon. À partir du moment où tu acceptes, en fait, que ton truc, c'est de t'exprimer, ben, tu t'exprimes. Comme tu peux.
Il y a aussi une ivresse de cette découverte, si tu veux, que tu peux t'exprimer. Surtout pour un timide de base comme moi, le fait de découvrir en fait l'expression, c'est quelque chose qui te submerge. C'est encore une ivresse sur laquelle il faut travailler, peut-être aller jusqu'au bout, pour découvrir la vanité en fait de cette ivresse, de découvrir l'erreur, et puis de te dire, il y a peut-être un moyen pour savoir s'exprimer aussi. Alors on peut s'exprimer, si tu veux, en faisant comme tout le monde, c'est-à-dire, je regarde par exemple, moi, ma façon de m'exprimer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, dans mon blog. À chaque fois, je me suis mis un impératif, en fait, de ne pas vouloir en tirer de pognon. C'est peut-être une erreur. Peut-être que c'est... tu sais, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, tu vois, c'est des marketeurs qui disent ça. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, est-ce que l'argent, à ce moment-là, serait quelque chose à reconsidérer comme un moyen d'apaisement? C'est-à-dire qui éliminerait les tensions, la question, entre l'offre et la demande. Surtout si c'est une offre qui surgit comme gratuite. Je crois que je l'ai déjà dit, quand André Gide a écrit son bouquin « Les caves du Vatican », sa préoccupation était de savoir s'il existait véritablement un acte gratuit. Et il le découvre assez rapidement, puisque, en fin de compte, ce qu'il cherche, c'est est-ce que l'acte gratuit existe? Donc c'est ça le but. Donc il n'y a pas d'acte gratuit, en fin de compte. Même rechercher, même tenter de trouver un acte gratuit, c'est essayer de prouver ça. Donc il y a déjà un but, quoi. Il y a déjà quelque chose à en extraire, à en retirer. Alors c'est quelque chose qui me pose un problème aussi avec mes peintures, de vendre mes peintures, si tu veux, c'est aussi quelque chose de compliqué. Enfin, ça l'est un peu moins maintenant, mais au début, ça a été une énigme, si tu veux. Parce que moi, j'aurais plutôt eu tendance au départ à donner mes tableaux. Avec cet orgueil, si tu veux, de me dire, je peux en faire autant que je veux, peu importe, hein, je peux les donner. Et quelque part, c'est un mépris de l'autre, comme un mépris de soi, que de pratiquer comme ça, finalement. À chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu crées une tension, parce que l'autre t'est redevable. C'est pas conscient, c'est dans l'inconscient que ça se passe, ça. L'énergie, elle doit circuler, l'énergie. Hein. Si on remonte à la base, à la source, c'est une question d'énergie, tout simplement. L'énergie doit circuler. Si tu donnes une énergie à quelque chose, à quelqu'un, c'est logique dans l'énergie que la personne restitue l'énergie. Alors qu'elle la restitue à toi, c'est super. Elle peut la restituer aux autres ensuite. Moi, c'est un peu mon postulat de départ aussi. Peut-être là-dessus, je me suis trompé. C'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un, peu importe que ça revienne à toi, ça va revenir au monde. Voilà ce que je me disais peut-être naïvement. Et pour revenir à l'ego, si tu veux, cet ego tellement décrié,
qui subit plein de frustrations tout le temps. Je pense que ça aussi, faut être vigilant par rapport à ça. Moi, j'aime bien, en ce moment, considérer l'ego comme un petit enfant, si tu veux. C'est vrai qu'il est insupportable de temps en temps. C'est vrai qu'il est discordant de nombreuses fois. Et quand je donnais des cours, en fait, à des gamins, en fait, dans les activités, tu sais, on appelait ça les TAP, j'avais des classes, des fois, insupportables, de gamins, si tu veux, qui sortaient complètement du cadre de l'autorité telle que moi, on me l'avait apprise quand j'étais gamin. Le rôle du maître, hein, si tu veux, ou du professeur, tel que moi je l'ai appris, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, à part les maîtres et les professeurs qui conservent ce cadre de tradition, qui en pose un déjà, qui pose un cadre dès qu'ils rentrent dans la classe. Silence. C'est moi qui parle. Donc en revoyant tous ces gamins, si tu veux, turbulents, avec cette nouvelle vision aussi que les parents ont de leurs propres gamins, c'est-à-dire maintenant c'est plus... y a une notion d'enfant roi qui peut être pénible, vue sous un certain angle, mais que je peux comprendre aussi, dans le sens où il y a une faillite en fait de l'éducation nationale sur ce qu'elle propose en fait comme enseignement. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fin de compte, de nos ancêtres étaient les Gaulois, tu vois. On s'en fout, mais alors, dans le monde actuel, on s'en tape complètement, tu vois. Si tu as envie de t'intéresser à l'histoire, tu as suffisamment de choses maintenant sur Internet, suffisamment de choses dans les bibliothèques, pour que de manière autonome, si tu as un intérêt pour ça, tu y ailles toi-même, tu vois. Tu n'as pas besoin d'un professeur qui va t'enseigner ça. Par contre, tu as besoin d'un professeur qui va te dire comment apprendre, qui va te dire comment faire une recherche sur un sujet. Voilà ce qui pourrait être intéressant. Tu as besoin d'un professeur qui te dit, attention, de ne pas rentrer dans une ivresse. Apprends à lire, apprends à développer ton discernement. C'est des choses qui existent, hein. Ça existe depuis toujours, je pense, mais on a mis en place un tel système aujourd'hui que l'école est un peu une garderie, moi j'ai l'impression, pour les parents. Hein. Pour les parents, c'est une garderie, dans les classes de primaire notamment. Si tu mets en comparaison le savoir qu'on avait quand moi j'étais gamin, si tu veux, quand j'ai 60 piges, tu vois, donc quand j'étais gamin, à la sortie en fait du CM2, hein, quand je suis rentré en 6e, je savais écrire sans faire de faute d'orthographe. Aujourd'hui, 5 ans d'université, je reçois des lettres des fois... de 3e, tu vois, des gamins de 3e qui, quand ils écrivent une lettre de motivation, tu vois, j'en reçois des fois pour des stages. Il y a un stage en 3e, là. Mais c'est horrible, tu vois, tu as des fautes d'orthographe partout. Alors moi, je considère ça comme horrible parce que je mets une importance sur l'orthographe. Eux, ils s'en foutent. Eux, ce qui compte, c'est le message qu'ils veulent passer, tu vois. Donc cette notion d'ivresse, pour y revenir, pour pas trop quitter mon cap, parce que j'ai une tendance à digresser, c'est aussi une ivresse de la consommation actuellement. On est rentré dans une ivresse de la consommation pour nous détourner d'autres types peut-être d'ivresse. Alors je dis pas que s'enivrer d'alcool c'est super, je dis pas que baiser à couilles rabattues c'est super. Je dis pas des choses comme ça. Je dis qu'il faut l'expérimenter éventuellement quand on peut, mais il faut pas en faire un sacerdoce non plus. Quand je vois cette ivresse de la consommation qui s'est étendue un peu partout sur la planète, je me dis que finalement, cette propension à l'ivresse de l'être humain pour retrouver la source, elle a été dérivée.
elle a été dérivée en fait vers l'achat de produits, vers par des malins, par des gens malins, si tu veux, qui ont compris en fin de compte cette notion d'ivresse, d'hypnose, etc., de la consommation. Et je pense qu'il existe un art en fait d'acheter comme il existe un art de peindre. Ça aussi, ça devrait être enseigné à l'école. De faire le point sur ses vrais besoins, les besoins qu'on a vraiment. Et là, je ne parle pas de l'histoire de la pyramide de Maslow. Ok, il y a des besoins essentiels, et puis pour aller jusqu'au spirituel, mais justement, on devrait étudier cette notion de besoin très tôt, pour que chacun ait le temps, en fait, de faire le point sur ses véritables besoins. Et partant de là, peut-être, ne pas être en quête d'une ivresse qui distrairait les gens, en fait, de la source de cette ivresse. La source authentique, je dirais. J'aime pas tellement utiliser le mot authentique, mais la source juste, alors, mettons. Parce qu'authentique, tu sais, c'est tout de suite nimbé de sincérité, d'honnêteté. Bien sûr, ces mots sont acceptables, ok. Mais dans sincérité et authenticité, tu as aussi une propension à l'extrême. Alors que dans la justesse et la modestie, sans tomber dans une version protestante des choses, tu as cette notion d'équilibre qui, moi, m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Je regardais une vidéo de Christophe Houillet, un de mes amis peintres, qui a fait une vidéo, en fait, sur un tableau qui a surgi, en fait, dans sa pratique des derniers jours, là. Et il en parle, c'est assez intéressant, cette vidéo. Si tu as l'occasion d'aller la voir, je te la conseille, si tu es intéressé par la peinture, bien sûr. Où il dit qu'il se trouve au milieu du gué. Alors moi, tout de suite, comme il s'appelle Christophe, j'ai pensé à Saint Christophe, tu sais. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Saint Christophe. C'est... Ça doit être un gars qui fait traverser, tu sais, dans le temps on faisait traverser les rivières comme ça, avec des bateaux, ou alors bon, lui, il n'y a pas de bateau, je crois qu'il traverse la rivière à gué comme ça. Et puis il y a un petit enfant, en fait, qui est sur le bord, comme ça, qui lui demande de le porter sur son dos pour traverser la rivière. Alors évidemment, dans la pensée populaire, si tu veux, c'est représenté par le Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ, en fait, qui est ce petit enfant, et du coup, au milieu, en fait, de la rivière, Christophe de Lycie ressent un poids énorme sur ses épaules, comme le géant Atlas qui porte le monde, tu vois. Et je me rappelle plus ce qui se passe à ce moment-là, mais en fin de compte, il continue quand même à traverser l'eau, tu vois, à rejoindre, en fait, l'autre berge. Et puis, puisque c'est une histoire catholique, quoi, en fait, Christophe découvre qu'il vient de porter le Christ pendant sa traversée, quoi. Donc, émotion, etc., tu vois, voilà. Et je crois que l'ego, finalement, c'est quelque chose qui me paraît plus équilibré que cette notion christique. Porter son ego d'un chemin à l'autre, hein, finalement, d'une berge à l'autre, de la naissance à la mort. Et c'est pour ça que je dis que l'ego me fait penser à un petit enfant. Capricieux, exigeant, colérique. Et en même temps, c'est un petit enfant, avec tout ce que ça peut représenter comme pouvoir d'imagination, comme tendresse, hein, comme douceur, hein, comme cruauté aussi. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de te dire aujourd'hui sur l'ivresse.
toujours sans plan, toujours en laissant aller le micro comme ça ouvert, ce que j'ai envie de dire. Un peu comme le font les oiseaux, tu sais, qui sautent de branche en branche, qui lâchent leur crotte, où il y a des graines dedans qui peut-être germeront ou pas, on s'en fiche. Bonne journée, salut.